À la base, je m'étais dit jamais je ferai une vidéo sur Jérémy. J'avais trop de respect pour lui, pour sa famille. Jamais je vais aller régler mes comptes comme ça avec un mec avec qui j'ai fait des TikTok. Je déteste ça. Et la manière dont il m'a manqué de respect, je vais tout balancer. Installez-vous, ça va être long. Pour bien vous remettre dans le contexte et vous donner aussi les éléments que vous n'avez pas, parce que j'ai pas tout dit ni tout montré sur les réseaux. Jérémy et moi, on se connaît depuis 2017. Au début, ça se draguait, sans plus, on s'est perdu de vue. Ensuite, on s'est retrouvés en 2020. On a eu une aventure d'un soir, qu'il assumera jamais d'ailleurs. Après ça, on s'est encore bloqué de partout, embrouillé, et on s'est à nouveau retrouvés en 2022, en soirée, par hasard. C'est à ce moment-là qu'on s'est débloqué, qu'on a repris contact et qu'on a décidé de rester potes. C'est à ce moment-là aussi que je lui ai proposé de faire des vidéos TikTok avec moi, et pourquoi pas même de le manager, parce que je trouvais qu'il avait un potentiel, que ce soit dans le mannequinat ou même sur les réseaux sociaux, qui n'était pas exploité. De novembre 2022 jusqu'à avril 2023, on a fait des vidéos ensemble, ça se passait super bien, je vous ai tout partagé, notre belle complicité, vraiment rien à dire. C'était devenu mon meilleur ami, mon confident, on était au téléphone tous les jours, FaceTime, H24. La première personne avec qui j'ai fêté ma promotion, il était tellement fier de moi, du salaire que j'avais négocié. Ensuite, il a fait mon déménagement d'Amsterdam à Paris, il a même vu mon père à ce moment-là. Pendant toute cette période, on était chacun célibataire de son côté, et je vous ai toujours dit qu'on n'était pas en couple, malgré tous les commentaires qui nous poussaient à nous mettre ensemble, malgré tous ces potes qui disaient qu'on allait finir par se marier, malgré toutes mes copines qui attendaient juste l'officialisation, nous, on était un peu dans un déni. Notre relation a pris un tournant à partir d'avril 2023, c'est l'époque où j'ai quitté Amsterdam pour revenir en France quelque temps en attendant mon visa pour Dubaï. Du coup, je n'avais vraiment que ça à faire que de faire des vidéos, on se voyait tous les jours. J'étais soit fourrée chez lui, soit il était fourré chez moi. Puis vient le mois de mai, le début des problèmes. Il perd son boulot, premier coup dur, il se fait virer du salon de coiffure où il travaillait. Je le soutiens, je lui donne plein de conseils, je lui dis qu'il va s'en sortir, je suis là pour l'épauler à ce moment-là. Deuxième mauvaise nouvelle, un matin je me réveille, je reçois un snap de Jérémy, son appartement avec un policier dedans. Je l'appelle direct, qu'est-ce qui se passe? Il me dit je viens de me faire expulser. Il y a un huissier et la police chez moi. Je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je vois qu'il est sérieux, je comprends pas, je lui dis mais comment c'est possible? L'expulsion c'est un truc hyper grave, comment ça tu payais pas ton loyer? Je n'étais même pas au courant. Bref, vu la relation qu'on avait à ce moment-là, je réfléchis même pas, je viens de chercher, je suis la première personne qui l'a appelé, il avait besoin de moi. Sauf qu'au moment de l'expulsion, on lui a demandé est-ce que vous voulez prendre des affaires? J'étais pas encore arrivée. Et lui il a dit non. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé dehors avec rien. On va donc chez moi. Il se met dans mon lit et il s'effondre. Je ne l'ai jamais vu comme ça. J'ai été tellement touchée, je me suis dit là, il va falloir lui donner toute ma force pour le relever parce qu'il est dans une situation très compliquée. Je me mets donc d'accord avec lui qu'en attendant qu'on ait une date avec l'huissier pour pouvoir rentrer dans l'appartement qui avait été scellé, qu'on puisse récupérer des affaires à lui, j'allais être sa carte bleue et son taxi. Qu'on allait tout noter et qu'il allait me rembourser dès qu'il pourrait retravailler. Je suis donc partie en catastrophe à H&M, lui acheter des caleçons, je savais même pas de quoi il avait besoin, il était dans mon lit, il ne parlait pas. Il voulait voir personne à part moi, il voulait pas sortir, donc c'est moi qui sortais, je faisais des courses et il est resté chez moi comme ça pendant peut-être 3 jours. Juste après, il y a eu son anniversaire. Je me suis dit non, il va pas être comme ça pour ses 25 ans quand même. Du coup, j'ai décidé de lui faire un cadeau symbolique. Je voulais pas que son anniversaire il soit gâché par la situation, je l'ai donc sorti sur Paris, on a été manger au resto et je lui ai offert son cadeau qui était un portefeuille Louis Vuitton, cadeau très symbolique puisque je lui ai dit voilà, maintenant t'as 25 ans, le portefeuille ça veut dire savoir économiser à ton âge, des problèmes comme ça. J'espère que ça se reproduira pas. Il avait un peu retrouvé le sourire, je faisais vraiment mon possible pour essayer de lui changer les idées en fait. C'est même moi qui faisais les mails pour fixer un rendez-vous avec l'huissier parce qu'il n'était pas capable d'écrire sans faute d'orthographe. J'étais devenue assistante sociale de Jérémy. Sur le moment, je réalisais pas et je trouvais ça normal de l'aider au vu de tout ce qu'il avait fait pour moi avant. Et ça va, la situation n'a pas duré longtemps puisqu'on a réussi à obtenir une date pour pouvoir rentrer dans l'appartement et du coup faire tout le déménagement. Encore une fois, c'est Fitchi qui était là. Je me suis donnée dans cet appartement, j'étais à 4 pattes en train de récurer la moquette pour éviter que la caution elle saute. J'ai tout donné dans cet appartement. Jérémy il pleurait, mes potes ils sont même pas venus à l'heure, il y a que toi qui es là pour moi. Regarde, ils ont débarqué qu'en fin d'après-midi, vraiment. À ce moment-là, je pense qu'il a réalisé qui était là pour lui, qui n'était pas là. Enfin, c'est ce que je pensais. On finit ce déménagement de l'horreur en pleine nuit, j'étais cassée en deux. C'est moi qui ai pris un camion qui loue tout. C'est moi qui ai conduit parce qu'il avait pas le permis. C'est moi qui ai tout fait en fait. Et sur le chemin du retour, donc on en avait enfin fini avec ce déménagement de l'horreur. On fond en larmes tous les deux parce qu'on était épuisés de fatigue. Il me fait une déclaration à ce moment-là. Il me dit que je suis une femme en or, que vraiment il y a personne qui l'a aidé comme moi, qu'on sera liés à vie lui et moi parce qu'il se souviendra toute sa vie de ce que j'ai fait pour lui à cette période hyper difficile.
Et puis on arrive en juin, il se relève vite, il a repris du service, il coiffe, il mixe à droite à gauche. Du coup c'est dynamique, c'est bien, il est jamais à la maison, il travaille tout le temps. Juste, il dort chez moi, je l'héberge. À ce moment-là, la relation est devenue plus qu'ambiguë. On dormait ensemble, il me faisait des massages de pieds tous les soirs, il me réveillait avec des papouilles dans les cheveux, avec des bisous dans le cou. Il m'appelait sous la douche pour lui gratter le dos, pour lui mettre sa crème pour l'acné. On faisait tout d'un couple, sans bisous, sans sexe. C'était clairement ça. Et là, j'ai commencé à développer de l'attachement très fort. Déjà parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vécu avec quelqu'un, que ça se passait bien la cohabitation. Et même, c'est de base mon style, je suis son style. À un moment donné, on peut pas faire semblant. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Vous dormez ensemble et il n'y a rien eu, tu mens. Pas du tout. Bon, en fait, il n'y avait pas l'envie. C'était tellement nul en 2020 qu'il n'y avait pas cette envie de réessayer. C'était comme un frein. Et moi, ça me convenait très bien qu'il y ait juste de la tendresse et pas plus. Mais en fait, lui, ça lui convenait très bien parce que ça lui permettait de garder son statut de célibataire. Et lui, il me racontait tout, sans gêne, toutes les filles, plusieurs filles dans la même journée. Il me racontait à chaque fois qu'il allait voir quelqu'un, il m'envoyait même des snaps. Genre vraiment, j'étais le poteau sûr. Sauf que quand il dormait chez lui, ça me dérangeait pas du tout. Mais à partir du moment où je l'ai hébergé, que j'étais au courant de ce qu'il faisait et que le soir, il dormait tranquillement dans mon lit, j'ai commencé à être dégoûtée. Et puis on arrive très vite à la fin de la cohabitation puisque mon départ pour Dubaï est annoncé. Et tout s'accélère. Je lui ai dit, écoute, c'est simple. Moi, j'ai une période d'essai de 6 mois. Ça veut dire que l'appartement que j'ai en France, je vais le garder et je vais prendre ma décision dans 6 mois si je reviens en France ou si je reste à Dubaï. En attendant, tu peux rester dedans à 2 conditions. Que tu payes la moitié du loyer avec moi et que tu ramènes personne chez moi. Bon, je sais pas s'il a déjà ramené quelqu'un chez moi, je veux même pas savoir. En tout cas, on s'était mis d'accord. Il a payé le premier mois, la moitié du loyer et tout, pas de problème. C'est le jour du départ. Gros câlin, larmes aux yeux, c'est la dernière personne que je vois avant de partir. On était devenus inséparables. C'était vraiment le binôme. Enfin bref, il me remercie encore pour tout ce que j'ai fait pour lui et je lui demande un service, un seul. Je lui dis au cas où moi je ne peux pas rentrer en France quand on va rendre cet appartement, s'il te plaît, fais-moi mon déménagement. Il me dit mais bien sûr, je vais tout faire, je vais vendre les meubles, je vais faire le ménage comme toi tu m'as fait, comme ça tu vas récupérer ta caution, t'inquiète pas, compte sur moi. Ok, moi je lui fais confiance les yeux fermés. À cette époque-là, c'est mon double. On met toujours pas de mots sur notre relation, mais en gros, il me dit je vais venir te voir à Dubaï, laisse-moi travailler tout l'été, me refaire une santé financière et après je vais venir te voir. Je déménage à Dubaï. Encore une fois, vous avez tout suivi dans les vidéos. Il était tout content, il avait reçu son passeport, il allait venir me rendre visite. Tout ce que je vis ici, je lui partage. FaceTime tous les jours. Vraiment, je lui fais découvrir ma nouvelle vie. Et puis même pas un mois après, mois de juillet, il m'appelle, il me dit ouais finalement j'ai quitté ton appart, je suis descendue dans le sud. Ok, il me dit qu'il y a plus d'argent à faire dans le sud, va dans le sud, fais ta saison dans le sud. Moi dans tous les cas j'allais payer mon appartement à vide. À peine arrivé dans le sud, il fait déjà des ravages. Ça veut dire qu'on m'envoie énormément de vidéos, ouais Jérémy est là, ouais Jérémy danse avec une fille, ouais Jérémy l'a dragué un tel. Ça commence à me saouler. Je me rends compte qu'en fait je suis jalouse, ça veut dire que j'ai des sentiments. Sans parler du manque, avec la distance, c'est vraiment la seule personne à qui je pense. J'étais tellement proche de lui avant de partir, ça me fait un vide d'être loin de lui. Je décide donc de prendre mon courage à deux mains et de lui envoyer un pavé. Je lui balance tout ce que j'ai sur le cœur. Qu'au début, il me dégoûtait, mais que finalement, tout ce qu'on a vécu, ça nous a rapprochés, que j'ai découvert sa sensibilité, que je me suis attachée, et que la relation elle est devenue trop ambiguë, que ça m'a développé des sentiments, et que maintenant, je m'imagine un avenir avec lui, en fait. Il m'appelle direct, larmes aux yeux. Oh, ton message, il m'a choqué, il m'a touché. Je dis, fais pas le choquer non plus, quand même. Et là, il me dit, moi, c'est pas réciproque, mais je vais réfléchir et je vais te dire si j'ai des sentiments qui viennent. Je me dis, mais lui, il se fout de ma gueule. Comment ça? Toi, tu me faisais des bisous dans le cou pour me réveiller. Et là, tu me sors ça. Et puis, on continue à se parler comme si de rien n'était. Comme d'habitude, FaceTime, tout, on se raconte nos vies, ok. Et il me parle de plus en plus de Dubaï, quelle période faut que je vienne, combien le billet, combien faut que je mette de côté, faut qu'on regarde les billets. Et là, j'ai eu un premier déclic. Prends un peu de temps avant de prendre ma décision. Je décide de l'appeler et de lui dire écoute, il faut qu'on ait une conversation sérieuse parce que là, la situation, elle peut pas durer comme ça. Je lui dis écoute, moi j'étais hyper chaude pour que tu viennes à Dubaï, je sais que ça aurait été trop bien et tout, mais depuis que je t'ai avoué mes sentiments et que tu n'as pas été réceptif, je pense que maintenant c'est plus une bonne idée que tu viennes à Dubaï. Parce qu'ici c'est pas le même cadre, c'est quand même un cadre de vacances, on va encore faire plein d'activités ensemble, je vais encore plus m'attacher à toi. Et je vais pas supporter si je te vois avec une fille ici. Il me dit non mais moi si je viens c'est aussi pour te voir, mais je suis quand même en vacances, je suis un homme, je sais pas si je vais tenir. En plus si on dort ensemble. Et là je stoppe tout. Je lui dis en fait c'est simple, ultimatum. Si tu viens à Dubaï, c'est pour qu'on se mette ensemble. Sinon t'es pas le bienvenu à Dubaï, on arrête tout. Il insiste, il commence à faire le con. Non, j'ai envie de venir à Dubaï, je viens à Dubaï. Je rigolais pas du tout à ce moment-là.
Du coup, je laisse le mois d'août, septembre passer et je décide de moi-même, sans le prévenir, de faire une vidéo sur TikTok pour vous annoncer que Jérémy Pichi, c'est fini, demandez pas pourquoi, il y aura plus de vidéos ensemble. Et voilà, c'était ma dernière vidéo sur lui. Je sais ce que vous allez me dire, ok, t'as beaucoup parlé, mais en attendant, là, il t'a rien fait. Il fallait comprendre tout ce qui s'est passé avant pour comprendre tout ce qui arrive. Il y a eu des moments de bonheur sur lesquels je ne cracherai pas, mais il m'a fait des coups de crasse que je n'oublierai pas. Du coup, il commente la vidéo que j'ai faite, il remercie, voilà, pour tous ces moments ensemble sur TikTok. C'était vraiment la fin. C'était censé bien se finir comme ça. C'était sans savoir ce qu'il allait me faire. Octobre, novembre, on se parle toujours, on n'est pas du tout en froid, c'est pas la guerre, on se parle beaucoup moins qu'avant, mais on se parle normal. Et il a surtout toutes ses affaires chez moi, alors que son séjour dans le sud, il s'est bien prolongé. Arrive le mois de décembre, ou plutôt le mois de cauchemar. L'enfer qui m'a fait vivre commence maintenant. Ma période d'essai est validée, je décide de ne pas rentrer en France et j'entame les démarches pour rendre mon appartement de France. J'obtiens donc une date d'état des lieux et j'organise absolument tout d'ici. Je préviens Jérémy, je lui dis voilà, à telle date, il faut que l'appartement il soit vidé et propre comme tu me l'avais promis. Entre-temps, lui, il a finalement décidé de prendre un appartement dans le sud et de rester dans le sud. Je l'arrange encore une fois, je lui dis si tu veux prendre des meubles, je te fais moitié prix, y a pas de problème, le plus important c'est de vider l'appart. Arrive le jour avant que Jérémy remonte chez moi pour commencer mon déménagement. J'envoie ma sœur regarder mon courrier, par hasard, au cas où j'aurais reçu quelque chose. Et là, elle me dit, t'as reçu une amende. Je dis, comment ça une amende? C'est pas possible, je suis à Dubaï. Elle me dit, si, t'as reçu une amende. Elle m'envoie une photo. Je zoome un PV, excès de vitesse, à Cannes. Pardon, j'ai vrillé. Je n'ai jamais été aussi énervée de toute ma vie. Moi qui, depuis tout ce temps, était persuadée que ma voiture était tranquillement chez moi dans mon parking, elle est à Cannes. C'est une blague. J'appelle Jérémy, il répond pas. Il finit par me rappeler tard le soir. J'étais au restaurant avec des copines, j'ai dû sortir tellement j'étais en train de crier. Elle est où ma putain de voiture? Silence, un silence de mort, il répond pas. J'insiste, il finit par me dire bah, elle est avec moi. Attends, donc toi là, t'as pas le permis, t'as osé prendre ma voiture sur une assurance petit rouleur pour faire Paris-Cannes sans permis sur mon dos. Dites-moi que je rêve, mais le culot! Le mec m'a littéralement volé ma voiture. Et s'est fait flasher et m'a fait perdre un point et a pris des risques. Mais vous imaginez s'il avait buté quelqu'un, un mec sans permis, vous croyez vraiment il va prendre quelque chose? Tout va me retomber dessus? C'était le coup de poignard. Là, pour moi, c'était la trahison qu'il fallait pas faire. Je t'avais donné toute ma confiance. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses me faire ça? Je lâche pas, j'insiste, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pris ma voiture? Pourquoi tu m'as même pas demandé? Même si j'aurais dit non, pourquoi t'as même pas demandé? T'étais autant à l'aise à prendre mes affaires, je t'ai pas déjà autant donné? Vous savez, il me répond quoi? Bah, j'ai pris des risques et je me suis fait péter. Genre, tu vois, l'emoji comme ça, c'est vraiment Jérémy. À partir de là, déclic. Vous savez, c'est quoi un déclic chez une femme? C'était fini. Jérémy m'avait trahi, c'était fini pour lui. Je lui dis ramène la voiture tout de suite, tu ramènes ma voiture chez moi. Ah mais là je travaille, là j'ai pas le temps, peut-être le week-end prochain. Ramène ma voiture chez moi. Le mec roulait avec ma voiture depuis que j'ai quitté la France. De juillet à décembre jusqu'à ce que je le découvre, le mec roulait avec ma voiture, ma petite 208 blanche 3 portes avec les ceintures bleues. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie cette histoire. Il me fait tourner en bourrique, il veut pas me ramener ma voiture, il répond plus, il commence à faire le mec distant, il me met des remis, des... Ah bon? J'étais dans une colère, j'étais inarrêtable. Je déteste qu'on touche à mes affaires. Autant je peux être très généreuse, autant je déteste qu'on prenne mes affaires. Je suis obligée de prendre les devants parce qu'ils ramènent pas la voiture. Du coup, heureusement, j'ai un pote à moi qui me dit il y a une société qui s'appelle Allo Vendu qui s'occupe de vendre ta voiture, peu importe où dans la France. Direct, j'appelle les hors forfaits que je me suis tapé, je vous laisse imaginer. Je force Jérémy à me donner une adresse dans le sud. Il voulait pas, il m'a pas donné ça. Il a donné celle de son pote, je l'ai forcé, je lui ai dit t'as intérêt à vendre la voiture. De toute façon, il savait très bien que s'il donnait pas la voiture,
il était cuit, il était mort. Le mec d'Allo Vendu vient, Jérémy arrive en retard au rendez-vous, il n'y a pas les papiers ils sont où, il est chez son pote, il faut qu'il aille chercher la carte grise. Je tremblais, j'étais chez moi comme ça, je dis qu'est-ce qu'il est en train de me faire ce petit con. D'ailleurs le monsieur d'Allo Vendu, si vous passez par là, pardon, je sais que j'ai super mal parlé au téléphone, mais je pense que vous comprendrez pourquoi maintenant. Donc je reste en haut-parleur, je suis au téléphone avec Jérémy qui me fait écouter ce que le mec dit, le mec expertise la voiture. Je sais même pas dans quel état elle était. Je sais pas s'il me l'a cartonné, rayé, j'en sais rien. Il me propose une somme, j'accepte direct. Il me prend la voiture, il raye la carte grise. La voiture était vendue, c'était fini. Tout ce que je voulais, c'était lui retirer. Et à ce moment-là, Jérémy, il venait d'avoir son permis. Et là, il était là. Ah, mais moi, si tu veux, je te l'achète, la voiture. Je te l'achète, là. J'ai réussi à m'en sortir pour la voiture. Elle était vendue, je lui avais retiré. Ça a été beaucoup plus de galère que prévu. Mais au moins, ça, c'était fait. J'avais une deuxième chose à régler avec lui. Mon déménagement. L'enfer continue. Les jours avancent. Absolument rien n'a bougé dans l'appartement. Il a même pas commencé à enlever les meubles et même pas ses affaires à lui. Ma cave était remplie de ces putains d'enceintes. Je lui fais un pressing téléphone, message, je lui dis dépêche-toi. Il voulait pas remonter sur Paris. Il remontait à des heures, 3 heures du matin. Il croit que je suis à sa disposition. Genre moi je dors pas, genre il y a pas de décalage horaire. Je l'ai forcé à rendre les clés à ma soeur. Je voulais plus qu'il ait les clés de chez moi. Je lui ai dit à chaque fois que tu vas monter pour prendre des affaires ou vendre des trucs, tu vas passer par ma soeur. Il a fait vivre un cauchemar à ma soeur. Passer prendre les clés à des 2 heures du matin, à des minuit alors qu'elle est maman solo et qu'elle travaille, mais ça va pas. Comme ça avance pas, je prends les devants. Avec ma soeur, on commence à prendre des photos, vendre des meubles, au moins à l'entourage et tout, pour commencer à décharger un peu l'appart. Mon père me dit qu'il veut récupérer mon frigo pour le mettre dans sa salle de pause au travail. Je lui dis oui, il n'y a pas de problème. Jérémy se propose gentiment de prendre un camion avec son pote et de déposer le frigo à mon père. Tant mieux, il l'appelle mon père. Il dit oui, je vais te ramener le frigo et tout, t'inquiète. Ah ouais, le jour du rendez-vous. Mon père qui l'appelle, il lui envoie des messages. Il a lâché un vu à mon père, un remis à mon père. Il a pas tenu sa parole envers mon père. Il est jamais venu. Mon père a pris le frigo tout seul avec sa voiture. Et mon père qui m'appelle, mais c'est quoi ce mec? Pourquoi il m'a lâché? Je comprends pas. Papa, je savais plus où mettre. Au final, c'est ma soeur qui a fait tout mon déménagement. C'est exactement la raison pour laquelle je l'ai invitée à Dubaï après derrière, pour la remercier. Puisque sans elle, je sais pas qui aurait fait ce déménagement. Jérémy, il a rien fait. Il m'a lâché. Il a lâché ma soeur. Il a lâché mon père. C'est la seule chose que je lui avais demandé. Le seul service. Je le reconnaissais pas. C'est quoi? C'est qui ce mec? Pourquoi j'ai fait rentrer ce mec dans ma vie? La seule chose qu'il a fait, c'est prendre ses affaires avant qu'elles finissent à la poubelle. Parce que je peux te dire que j'allais pas les garder longtemps. Et en prenant ses affaires, il m'a volé des trucs. Des lunettes, une valise. Si vous le voyez avec une petite valise noire avec des reliefs 3D, c'est la mienne. Mais le culot du mec... En fait, je crois que j'étais en état de choc. Et en plus, gérer tout ça à distance, je peux vous dire que des nuits blanches, j'en ai fait. Déménagement fini, merci ma soeur, nouvelle année. Je me dis, j'en ai bientôt fini avec Jérémy. Mais non, pourquoi j'étais encore en contact avec lui? Mais, poto, t'as oublié la liste de tous les trucs que je t'ai payés? Tu m'as remboursé, mais il manque encore un petit peu. Il manque encore 250 €. T'as oublié que j'ai prêté de l'argent à ton pote, qui était garant, et que pour l'instant personne m'a remboursé, et qu'on est en train de se prendre la tête tous les jours parce que je réclame mon argent? Pour ceux qui veulent comprendre l'histoire de son pote qui me doit de l'argent, je vous invite à voir la vidéo d'avant, parce que sinon c'est trop compliqué. Et là, par surprise, Jérémy me dit quoi? Oui, Mélissa, j'ai du mal à gérer des filles dans le sud. À chaque fois, on m'associe à toi. J'aimerais bien que tu supprimes les vidéos qu'on a ensemble sur TikTok. Comment dire? Alors déjà, t'es pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. T'as des dettes envers moi, ton pote a des dettes envers moi. Ta demande, tu la feras ultérieurement quand on m'aura remboursé. En attendant, je garde tout qui fait office de preuve. Et de là commence un chantage interminable. Il reste sur sa position, tu supprimes les vidéos et tu auras ton argent. Je reste sur mes positions, vous me remboursez et je supprime toutes les vidéos. On est resté comme ça des mois, sans parler d'insultes. Là, ça parlait super mal. Des deux côtés, hein, j'assume complètement. Petit aperçu. Tu vois, nous on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc ferme ta gueule, voilà. Tes sous, je vais te les rendre quand t'auras supprimé ma putain de vidéo, t'es bon? T'as compris? Donc voilà le genre de conversation qu'on avait à cette époque-là. Puis Jérémy n'a pas le même mental que moi. Moi, je peux rester comme ça sur ton chantage pendant des années, y a pas de problème. Sauf que lui, ça le gênait dans ses rencontres de meufs. Du coup, il a pas tenu.
Du coup, il a fait quoi? Il a commencé à screener, à screener. Je sais même pas ce qu'il screenait. Mon téléphone, il faisait boum, boum, il s'arrêtait pas. Il screenait, je sais pas ce qu'il screenait, mais il cherchait un truc. Je savais qu'il préparait quelque chose. Je faisais que d'écrire. Donc, tu reconnais que tu refuses de supprimer les vidéos. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me faire dire quoi? Je retirerai les vidéos quand tu m'auras remboursé. Vous voyez qu'il y avait le pressing d'une meuf derrière. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Je m'en fous, rembourse, frère. Et là, c'est drôle. Je lui dis, fais un live, ça ira plus vite que tes captures. Je lui dis, mais de toute façon, t'as pas les cojones. T'auras des cojones le jour où t'en auras une droite. Tu comprendras qui pourra. Oh là là, je l'ai pas piqué au bon endroit. Oh là 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 là. Oh, le lendemain, live, Jérémy. Ah, c'était vraiment... Ce jour-là, c'était phénoménal. Mais genre, je le regarde. J'étais posée tranquille. Je regarde son live. Je le laisse s'afficher tout seul. Je me dis, ça y est, j'ai mis un visage sur la définition ingratitude. Le gars ose cracher sur moi publiquement, en live, pour des putains de vidéos qui sont à l'autre bout de mon compte que plus personne calcule. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses me cracher dessus. Moi, jamais répondu à ces lives. Je suis restée concentrée. Mon combat, c'était récupérer mon argent. Je l'ai laissé s'afficher. Il connaît pas les réseaux. C'est moi, je l'ai mis dessus. C'est moi, je t'ai donné la lumière. C'est moi, j'ai tout fait pour préserver ta réputation, pour te donner une image en or d'homme capable. À partir de ces lives, j'ai coupé tout contact avec Jérémy. Je ne l'ai pas bloqué, mais je n'ai plus jamais parlé avec lui. Je me suis concentrée sur Sanchez, mon deuxième combat. Ils m'ont bouffé beaucoup d'énergie, ces deux-là. Putain. Vous connaissez déjà la suite, j'ai toujours pas récupéré ni l'un ni l'autre. Je savais plus quoi faire. J'étais à court d'idées. Jusqu'à ce que l'ex de Jérémy fasse une story time sur lui. J'étais choquée, moi. Du coup, j'étais contente. C'était son karma. J'ai republié. Sauf que derrière... Moi, sur TikTok, je vous ai rien dit. Ça veut dire que tout le monde pense que Jérémy et moi, tout va bien. Et je me suis retrouvée en top recherche TikTok. Pitchy, Jérémy, et toutes mes vidéos, elles ont commencé à ressortir dans l'algorithme. Et les gens allaient liker. Et, et là, je me dis, bah non, là, ça a plus de sens. Je peux pas lui donner autant de gaz sur les réseaux, le mettre autant en avant dans toutes mes vidéos, alors que je republie la story de son ex. Du coup, je me suis posée sur mon téléphone. Pendant 4 heures, j'ai commencé à supprimer toutes les vidéos. J'ai dit, faut plus qu'il y ait de vidéos de Jérémy sur mon compte parce que là, ça va pas. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le piéger comme ça. C'était ça sa demande, qu'il n'y ait plus de vidéos. On va voir s'il me rembourse maintenant. Je l'appelle alors qu'on s'est pas parlé depuis des mois, comme si de rien n'était. Jérémy, t'as remarqué, il y a plus de vidéos sur mon compte, j'ai pas reçu mon argent. J'ai vraiment fait l'innocente pour voir comment il allait réagir. Il me dit, mais non, jure, la vie de ta mère, t'as supprimé toutes les vidéos. Comme si on était potes. 10 minutes après, j'avais mes 250 balles. J'avais déjà un poids en moins. Mais le mec croyait qu'il avait gagné. Il est parti dire à tout le monde, hein, Pitchy, je l'ai niqué, elle a supprimé toutes les vidéos. Alors en fait, je t'explique mon coco. C'est moi je t'ai mis sur les réseaux, oublie pas. Ça veut dire c'est moi je vais t'éteindre. Voilà, la suite vous la connaissez déjà. En tout cas, pour la partie que vous avez ratée, en fait, Jérémy a son meilleur ami qui, avec le temps, était devenu très très pote avec elle en fait. Donc après le pote de Jérémy se confiait beaucoup chez elle et du coup à un moment donné il a commencé à vraiment, il a créé tout un drame disant que lui aussi il avait perdu son travail, qu'il avait besoin d'un prêt d'argent pour se remettre sur pied et le prêt d'argent en question c'était combien? 2500 €. Donc la fille compatissant avec lui parce que apparemment c'est une go qui est métismée et tout, les très beaux garçons et tout. Elle a compati, elle a prêté, elle lui a prêté, bref, emprunté, c'est pas trop, c'est quoi là? Bon, 2500 €. Et ça fait 1 an et demi que le gars ne lui a jamais rendu son argent. Donc, elle s'est battue avec eux en inbox pour essayer de récupérer son argent et tous les gars n'ont jamais remboursé. Finalement, elle a décidé de faire un post sur une application sur Instagram, plus précisément, pour demander au gars de rembourser son argent. C'est comme ça là que quand elle a fait le post en question, plusieurs autres femmes qui ont été victimes du gars ont commencé à lui donner les témoignages. Du coup, elle a fait un open inbox pour pouvoir recueillir le maximum de témoignages possibles. Et il s'avère qu'il y ait plus de 500 femmes qui se sont faites arnaquer
par le monsieur en question et comment est-ce qu'il procède. Donc, une fois qu'il t'arnaque et qu'il voit que tu lui mets trop la pression, il se met derrière une autre femme qu'il va à son tour arnaquer pour pouvoir rembourser à celle d'avant et ainsi de suite. Donc, depuis, apparemment, il n'a pas encore trouvé une autre femme à qui il va prêcher ou à qui il va aller, chez qui il va aller pleurer pour qu'on rembourse son argent. Et c'est pourquoi il n'a jamais remboursé la fille. Du coup, le papa de la fille a contacté le gars en question pour dire, mais rembourse les 2500 euros de ma fille et tout. Et il a manqué de respect à son père. Elle est allée voir son ami Jérémy en question pour lui dire, voilà, c'était toi la caution morale de X. Du coup, quand est-ce que vous remboursez mon argent? Ils lui ont laissé des remis, ils lui ont laissé des remis, lui ont laissé les 2 bars, peu importe où est-ce qu'elle contactait les gars et ils ne répondaient plus. Donc voilà l'histoire. Et j'ai vu plusieurs personnes venir demander, mais comment est-ce que vous faites pour emprunter autant d'argent à des personnes? C'est la confiance. En fait, quand tu es une personne de confiance, tu penses toujours que tout le monde est comme toi. Du coup, c'est très facile pour toi d'emprunter de l'argent aux gens. Maintenant, quand les gens là ne te remboursent pas, c'est vrai que ça fait mal sur le moment. Tu prends la meilleure décision au monde de ne plus jamais emprunter de l'argent à quelqu'un, mais la prochaine fois, dès que tu vois quelqu'un dans la même situation, tu n'hésites pas du tout à aider de nouveau la personne. Et c'est comme ça, c'est comme si genre aider les gens devient tellement facile pour toi que tu ne te doutes même pas que quelqu'un puisse te faire ce genre de choses après que tu aies voulu lui faire du bien, en fait. Donc voilà, après, la vie est comme elle est. Il y a ceux que tu vas aider, ça va bien se passer. Il y a ceux que tu vas aider, ça va se passer comme ça. De faire donc comment? D'arrêter d'aider les gens. Ok, mais bon, si on devient tous méchants, qui seront dans les gentils? La vie est faite ainsi. Il y a les méchants et il y a les gentils. Sauf qu'à un moment, ça fait quand même chier d'être toujours la gentille et d'être toujours la personne abusée.